On est sorti des objectifs du millénaire pour le développement. On a embrassé les objectifs de développement durable. Les fameux agendas, le fameux agenda 2030, les 17 ODD justement. On va faire un cheminement, on ouvre là un feuilleton autour des ODD. Et le premier à prendre la parole chez nous, c'est celui qui est préposé à la question des droits de l'homme en Guinée. Nous aurons donc l'adjointe du représentant aux droits de l'homme en Guinée, Aminata Kébé. Dans un instant, elle sera en ligne. Moussaïe Roba, on plante le décor avec vous ce matin. Il faudra activer le micro. Il faudra activer. Très bien. On parle des objectifs de développement durable, vous en parliez tout à l'heure, Zachary Milimono, 17 objectifs. Mais il faut d'abord rappeler que les ODD ont été adoptés par les Nations Unies en 2015. On est, comme tu l'as dit, on est passé aux OMD pour aller aux ODD parce qu'on a pensé que c'est plus inclusif, ça touche beaucoup plus les facteurs humains, ça touche beaucoup plus le développement, mais aussi la protection de la planète. Ça parle de tout ce que vous savez dans le cadre des enjeux de développement. À partir de 2015, donc à partir de cette adoption, c'est une sorte d'appel mondial. On appelle le monde entier donc à agir pour éradiquer la pauvreté surtout, mais aussi pour faire en sorte que la planète soit protégés et que enfin tous les êtres humains puissent vivre dans la paix mais aussi la prospérité. Mais nous savons qu'il y a un véritable défi à ce niveau par rapport surtout à l'éradication de la pauvreté pour les pays par exemple qui vivent en Afrique et quelque part dans d'autres pays dans le monde. Éradiquer la pauvreté, c'est bien facile d'en parler, mais nous savons que c'est un véritable défi. En parlant de droits humains, justement, nous avons essayé, comme tu l'as dit, c'est un feuilleton qu'on va ouvrir, on va toucher d'autres agences des Nations Unies, on va même toucher le gouvernement à travers le ministère du Plan et de la Coopération pour savoir qu'est-ce qui est fait. Parce que quand on dit objectif 2030, on est en 2003, c'est pratiquement dans 7 ans et peut-être moins. On va y arriver. Qu'est-ce qui est fait justement, par exemple, en Guinée pour atteindre ces objectifs-là? On va essayer de savoir du côté des droits humains. Au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, il y a beaucoup de programmes qui sont développés. Notamment, on accompagne la Guinée dans le programme de planification stratégique quinquennale. Et il y a beaucoup d'autres facteurs et beaucoup de formations à travers envers les membres du gouvernement, envers les hommes en uniforme, mais aussi beaucoup de sensibilisation envers les populations pour qu'elles puissent comprendre qu'est-ce qu'on veut réellement atteindre d'ici 2030, justement. D'accord. Avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme en Guinée, ce sont particulièrement 3 grands ODD. C'est l'ODD 5, égalité entre les sexes, ODD 10, inégalité réduite, ODD, j'ai envie de dire, je crois 16, paix, justice et institutions efficaces. La représentante adjointe est en ligne, Aminata Kébé. Bonjour. Les grandes gueules. Bonjour. Bonjour. Voilà, nous vous appelons de Dakar avec beaucoup de plaisir. Est-ce qu'au-delà des 3 objectifs de développement durable que j'évoque, y a-t-il un autre sur lequel votre institution intervient pour commencer? Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir invité le système des Nations Unies en Guinée. J'ai l'honneur de représenter dans cette émission à travers notre agent, le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Cette importante émission qui traite aujourd'hui un sujet aussi important que vaste qu'est l'agenda 2023. Donc je ne vais pas revenir sur le rappel que vous avez déjà fait, mais je voudrais juste dire qu'au niveau de la Guinée, les agences et programmes qui interviennent et qui sont au nombre de 24 résidentes et non résidentes apportent une réponse conjointe, cohérente et coordonnée aux divers défis de développement en soutenant les priorités nationales identifiées par les autorités à travers notamment le plan cadre des Nations Unies d'aide au développement, le PNUD 2018-2023. Et ce plan a été prorogé d'une année pour couvrir l'année 2023. Pour revenir à votre question, les droits de l'homme travaillent sur tous les ODD. Donc, tous les ODD, chaque ODD est arrimé à un droit ou des droits de l'homme. Donc, ce n'est pas cantonné simplement à l'ODD, les ODD que vous avez cités, mais nous travaillons sur tous les ODD parce que les droits de l'homme sont transversales. Et nous essayons, en tant que membres de la famille des Nations Unies en Guinée,
de participer activement à l'élaboration et à la mise en œuvre des documents de politique comme le plan cadre que j'ai cité tout à l'heure, mais également aux priorités du gouvernement guinéen mentionnées dans le plan national de développement économique et social. D'accord. Et donc, ouais. D'accord. Allez-y, Jacques. Allez-y. Alors, après ce décor planté, il y a donc aujourd'hui l'observation que vous faites en tant qu'institution depuis 2015. Ça fait donc 8 ans, 10 ans que nous expérimentons les ODD dans notre pays. Quel constat vous faites finalement? Est-ce que nous sommes en train d'améliorer les réalités sur le terrain? Oui, effectivement, ces réalités sont en train d'être améliorées parce que déjà, les documents de politique et stratégie que je viens de citer, notamment le document d'appui à l'aide au développement entre le gouvernement de la Guinée et le système des Nations Unies, a permis de mener beaucoup de programmes et d'activités tendant à atteindre les cibles indiquées dans les ODD. Maintenant, il y a beaucoup de choses à faire. Actuellement, nous sommes en train de travailler parce qu'on a eu à proroger le PNIAD de 2000, qui devait s'arrêter en 2022 et on l'a prolongé d'une année pour mieux préparer de nouveaux cadres de partenariat qui sera un cadre de coopération pour le développement de la Guinée, et la mise en œuvre de ce plan est en cours d'élaboration très avancée et qui démarrera en janvier 2024. Et ce nouveau plan tient compte des priorités du gouvernement de la transition exprimées notamment dans le programme intérimaire de référence PRI 2022-2025 ainsi que de la stratégie intégrée des Nations Unies d'accompagnement de la transition. Mais il faut reconnaître qu'il va falloir faire beaucoup d'efforts parce que, comme vous l'avez mentionné tantôt, on est presque au terme du temps, ça veut dire c'est l'agenda 2030, on est en 2023 et il y a beaucoup de choses à revoir sur tous les ODD. Si on ne renforce pas vraiment les investissements, si on ne renforce pas les programmes, si on n'accélère pas la mise en œuvre des activités prévues dans les documents de politique, nous n'atteindrons pas les ODD. Tout à l'heure, je disais que notre angle d'attaque en tant que droit de l'homme, c'est de arrimer, comme j'ai dit tantôt, les ODD au droit. Ça veut dire quoi? C'est des objectifs de développement, mais c'est des droits que les populations ont acquis. Et les populations, en tant que détenteurs de ces droits-là, doivent réclamer ces droits. Et ce sont des droits sur lesquels l'État s'est engagé, non seulement à travers ces ODD, mais à travers des conventions internationales et des traités qu'il a signés et ratifiés. Une fois que l'État a signé et ratifié ces traités-là, l'État a ce qu'on appelle un type d'engagement. L'engagement de protéger, l'engagement de respecter et l'engagement de réaliser ces droits-là. Maintenant, nous, en tant que système des Nations Unies, que faisons-nous? Nous allons appuyer l'État. Appuyer l'État à pouvoir respecter ses obligations à travers le partenariat avec les 17. Très bien. Très bien. Nous, si vous permettez, si vous permettez, nous allons aborder toutes ces explications, ces annonces que vous faites. On va les aborder plus concrètement maintenant avec vous, Moussa Yeroba. Au-delà des programmes, concrètement, moi je prendrais par exemple l'objectif numéro 5, égalité entre les sexes. Concrètement sur le terrain, que fait le HCDH? Qu'est-ce que vous faites à l'endroit peut-être des organisations, mais peut-être aussi à l'endroit de l'État pour que cette égalité-là soit une réalité? Est-ce qu'il y a eu des activités concrètes, des programmes concrets de formation ou autres pour que cela soit une réalité sur le terrain en République de Guinée? Oui, il y a beaucoup de choses faites sur cet objectif et comme on a l'habitude de dire, les droits de l'homme sont interconnectés. Quand on parle d'interdépendance des droits, même si on prend l'ODD 5, on travaille sur l'ODD 5,
forcément, on travaille en même temps sur l'ODD, par exemple, 6, 8, 10, etc. Donc, je peux donner l'exemple. Nous faisons beaucoup de formations des acteurs judiciaires, nous renforçons la chaîne pénale, mais nous avons une obligation d'appuyer les deux côtés, l'État et les populations. Je donne un exemple concret. De plaidoyer en faveur de la lutte contre l'impunité dans le domaine des BBG, le soutien que nous apportons au système judiciaire par l'organisation d'audiences foraines et de protection de notes de plaidoyer. Donc là, je vais partager. Nous avons organisé des audiences foraines parce qu'on a constaté, nous, dans le cadre de notre mandat, nous faisons le monitoring des lieux de détention. Nous faisons le monitoring également de ce qui se passe dans la population. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de cas de violence et de violence sexuelle sur les femmes qui n'ont pas été punies. Donc, il y a le problème de l'impunité qui se pose. Et nous avons mené une action d'envergure nationale qui a été lancée dans la préfecture de Beila en mai 2022 dans le but d'apporter une réponse multisectorielle au fléau du viol en Guinée. Et nous avons un cas qui nous a beaucoup marqué et qui illustre l'impact des actions de terrain sur les types directs. Par exemple, là, nous avions nommé Abou Touré, on dit son nom parce qu'il ne s'est pas, il s'est révélé au public à plusieurs reprises pour partager son expérience avec les droits de l'homme. C'était un imam, il est un imam bourge, respecté dans la commune urbaine de Beila. Sa vie bascule le jour où sa fille Mawa Touré, sourde et muette, a croisé le chemin d'un jeune de 32 ans qui l'a violée en dépit de son handicap. Donc, la fille avait à peine 13 ans et au lieu de bénéficier d'un soutien social, l'imam et sa fille ont été jetés dans le corps par leurs voisins et la communauté qui les ont stigmatisés, critiqués et rejetés. Et donc, pendant plusieurs mois, l'imam et sa famille ont vécu dans l'isolement complet. Même les moyens de transport public leur étaient refusés, en tout cas, ils étaient stigmatisés. Et durant cette descente aux enfers, l'imam explique qu'il a parcouru à pied des centaines de kilomètres pour pouvoir nourrir sa famille. Et donc, c'est seulement en mai 2029, 9 mois après ce viol, que ce monsieur a saisi une opportunité qui lui a été offerte, le système des Nations Unies, conjointement avec le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, avec l'appui de l'appareil judiciaire, nous avons lancé des audiences foraines. Et contre vents et marées, malgré les pressions et la dissuasion, l'imam a tenu à soutenir sa fille jusqu'à ce que justice soit rendue lors de cette audience foraine. Donc, avec le recul, l'imam explique que à l'occasion de la journée sur la masculinité positive tenue la dernière fois, il a dit en ces termes: c'est tellement que j'ai subi à énormément jouer sur mon mental. Je me sentais comme mort, puis une équipe de l'ONU Droits de l'Homme est venue à ma rencontre pour échanger avec moi et me venir en aide pour les soins de ma fille et le traitement du dossier à la justice. Donc, grâce à ces audiences foraines, cela a abouti à la condamnation de l'auteur du viol à une réclusion criminelle de 10 ans, le paiement de dommages intérêts. Mais ce qui intéressait plus l'imam, c'est que la justice ait été rendue et la dignité a été redonnée à sa fille. Donc ça, c'est un exemple concret d'action que nous menons et qui a un impact direct sur la cible, sans compter l'impact que nous avons sur les acteurs judiciaires. Nous travaillons. Voilà. Aminata Kébé, représentante adjointe du Haut Commissariat aux droits de l'homme en Guinée. Diba, on poursuit avec vous. Alors, Madame Kébé, c'est vrai que les ODD, avec les grands axes, notamment l'économie, le social, l'environnement, et aussi les questions des inégalités, mais tout projet a des faiblesses. Les faiblesses, c'est qu'il y a d'abord la levée des fonds, le financement de tout cela, mais aussi, nous constatons que ce sont des objectifs qui ne sont pas contraignants pour les États, donc ce qui dépendrait d'ailleurs de la bonne volonté des pouvoirs publics. Est-ce que vous ne pensez pas, malgré ces objectifs-là, 2030, c'est à la porte, c'est presque arrivé, est-ce que, notamment, ces insuffisances aussi ne font pas qu'on a du mal à atteindre foncièrement ces objectifs? Oui, il faut être réaliste pour reconnaître que ça va être difficile pour atteindre les objectifs d'ici à 2030. Nous avons beaucoup de défis. Nous sommes en train de travailler sur le prochain cadre de coopération avec le gouvernement guinéen et nous avons
constaté pas mal de défis avec la partie gouvernementale. Et un défi qui revient et qui fait partie des recommandations des mécanismes de protection des droits de l'homme, c'est l'indisponibilité de données. Parce qu'on ne peut pas planifier sans données. Nous n'avons pas ici en Guinée suffisamment de données. Très bien, très bien. Alors, Madame la représentante adjointe, ce serait la question que j'allais justement poser. Comment vous faites pour vous assurer que c'est en train de bien avancer ou pas du tout quand on est dans un pays où on n'a pas trop l'habitude de valoriser les données, où la culture de l'évaluation n'est pas particulièrement louée? Comment vous vous en sortez au terme de tous ces combats? Donc, comment nous en sortons? C'est le partenariat nous permet d'avoir par exemple, nous faisons des notes de plaidoyer souvent que nous adressons de manière conjointe. Quand je parle en tant que droit de l'homme, mais également c'est un travail, comme j'ai dit tantôt, que nous faisons avec les autres agences des Nations Unies. Donc, on fait des notes de plaidoyer au niveau des gouvernements, on a des sessions d'échange, des renforcements de capacité, mais également, vous savez, quand un pays ratifie une convention, par exemple, je prends la Convention sur les droits de l'enfant, tous les 4 ans, la Guinée va se présenter devant le comité qui contrôle la mise en œuvre de cette convention-là. Et le comité lui fait des recommandations. Et ces recommandations, dans toutes les recommandations des comités, cette question des statistiques revient. Nous avons travaillé tout récemment dans le cadre de la programmation du nouveau plan qui doit commencer en 2024. Nous avons travaillé avec les DSD. Au niveau des droits de l'homme, nous avons eu à les former sur comment mettre des indicateurs des droits de l'homme, comment prendre tout cela en compte dans les statistiques, et nous revenons à chaque fois sur ces recommandations. Je pense qu'actuellement, de toute façon, il faut vraiment reconnaître que nous avons noté une bonne volonté des gouvernements de la transition qui ont mis les droits de l'homme au cœur de leurs préoccupations, et une bonne coopération, et nous espérons qu'au bout du temps, nous arriverons à mettre en place un bon système de collecte de données. D'accord. Alors, Madame Kébé, les ODD 11 et 17, celui en lien avec les villes, les communautés durables, mais aussi celui en lien avec les partenariats pour l'atteinte des objectifs de développement durable, sont nés d'un constat, celui où la plupart des communautés, des localités, des territoires concernés par les ODD n'étaient pas suffisamment impliqués dans les combats. Je pose donc la question, la territorialisation des ODD ce matin. Dans quelle mesure appréciez-vous la façon dont les villes guinéennes, les collectivités guinéennes, même les ONG s'engagent dans l'atteinte des objectifs du développement durable en lien avec les droits de l'homme? Oui, ça c'est une question importante et nous travaillons beaucoup là-dessus. Au niveau de ONU Droits de l'Homme, nous faisons ce qu'on appelle les engagements communautaires. Nous nous sommes dit, les droits de l'homme, tant que les droits de l'homme sont consignés dans les conventions et traités, ça n'arrive pas au niveau de la communauté qui ne peuvent pas savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, quels sont leurs devoirs et leurs droits. Maintenant, nous faisons avec les autres agences, par exemple UNFPA, OMS, OIM, nous allons sur le terrain, nous rencontrons les communautés avec les autorités, nous les mettons ensemble pour parler des droits économiques, sociaux et culturels qui sont en lien avec les ODD. Par exemple, tout récemment, nous avons pris des engagements communautaires à Boké. Vous connaissez Boké, la zone la zone minière où les populations, parfois, on a même des soulèvements parce que les populations se sentent discriminées ou qu'on leur prive de leur terre, etc. Et au sortir de ces engagements communautaires, nous voyons une certaine compréhension, une certaine collaboration entre les autorités et les communautés. Parfois, des médiations s'en suivent et les communautés, après, sont conscients et sont intéressés et connaissent
ce que c'est les deux ODD. Alors, au-delà des autorités, madame. Pardon, madame, vous nous dites que les communautés connaissent ce que sont les ODD. Je rappelle cette petite enquête que j'ai lue, c'est un cas français, 30% des Français seulement savaient ce que ça signifiait les ODD. Ce qu'il y avait dedans, les 70%, non. Vous nous dites que nos communautés connaissent les ODD. Ah, et la qualité de la connexion se dégrade. Est-ce que vous pouvez légèrement bouger pour nous permettre d'avoir une meilleure qualité de communication, Madame Kébé? D'accord. Voilà. Ok. Ce que j'étais en train d'expliquer, c'est pas que les communautés guinéennes connaissent toutes les ODD. Je disais que ce que nous faisons, nous, en tant que système des Nations Unies, c'est que nous nous déplaçons dans les communautés. Quand nous nous déplaçons dans une communauté, par exemple, on va à Boké, on va dans les villages, dans les communautés à Boké, on leur explique dans un langage qui leur est accessible ce que c'est que les ODD, ils comprennent les ODD. Cette communauté comprennent les ODD et on voit l'impact. Maintenant, c'est à mener à grande échelle pour que toutes les communautés puissent comprendre. Ne pas savoir que c'est objectif de développement durable ne veut pas dire que la personne ne comprend pas ce qu'est un ODD. Alors la question que j'allais poser, madame, je ne sais pas si allez-y, Jacques. La question que j'allais poser, je vous ai entendu dire la collaboration entre les autorités et les communautés. Mais quand vous prenez par exemple les zones impactées par les activités minières, il n'y a pas que les deux acteurs. Il y a un troisième acteur et non le moindre. Non, le moindre, c'est bien sûr les compagnies minières. Est-ce que vous avez une démarche particulière en direction de ces compagnies-là qui se rendent quand même responsables de la destruction de l'environnement et de tout ce qu'il y a comme élément de développement au bénéfice des populations? Parfaitement. Nous avons cette approche également. Tout récemment, je pense que c'était en novembre 2022, nous avons organisé à Boké une conférence, un colloque international sur le droit au développement en Afrique, en collaboration avec l'Institut des mines et des géologies de Boké. Donc, lors de ce colloque, nous avons convié les compagnies minières et la responsabilité sociétale des entreprises a été abordée lors de cette conférence. Nous avons essayé avec les universitaires de revenir sur l'impact de l'exploitation minière au niveau des populations, comment privilégier la préservation de l'environnement, comment faire bénéficier les populations de cette exploitation minière au lieu que ces populations soient des victimes. Donc, ça a été en novembre 2022 à Boké et il y a eu des recommandations importantes qui étaient ressorties de ce colloque qui ont été partagées aux différents acteurs, le gouvernement, les partenaires, les exploitants miniers et les universitaires. Donc, c'est ce genre d'action que nous menons. En plus de la sensibilisation que nous faisons à leur niveau également, parce que c'est les acteurs importants, comme vous le dites. Bien, Aminata Kébé, représentante adjointe du Haut Commissariat aux droits de l'homme en Guinée. Moussa Hiro, on poursuit cette interview avec vous. Alors moi, je voudrais bien qu'on revienne sur la condition féminine, la situation des femmes à un moment donné. Est-ce que la loi sur la parité qui était à l'Assemblée avant bien évidemment le push du 5 septembre, je veux dire, est-ce que le ACDH y a apporté son coup de main? Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que côté avancé au niveau des femmes, c'est porteur, l'appui que vous avez pu apporter ici, est-ce que vous pensez que ça avance en République de Guinée? Oui, on peut dire que ça avance, mais on attend plus, on attend mieux. C'est important qu'il y ait cette loi sur la parité, parce que comme vous le savez, je l'ai dit tantôt, quand un pays signe et ratifie une convention, la Guinée a signé et ratifié la convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, le protocole à la Charte africaine sur les droits des femmes, qui demande aux États de faire en sorte que les femmes accèdent de façon paritaire
aux instances de décision au même titre que les autres. Donc c'est une obligation de l'État. Tant qu'on n'est pas arrivé là, on n'a pas eu le résultat escompté, mais petit à petit. Et on sait que également il y a des problèmes par rapport à l'accès à la terre. Il y a eu des assises sur le foncier et l'accès des femmes à la terre. Ça pose problème. Tout récemment, on a abrité à notre bureau une recherche, une étude sur l'accès des femmes à la terre en Haute et Moyenne Guinée, mais on se rend compte que même si au niveau des lois de la Constitution on proclame l'égal accès, on sait que dans la réalité ce n'est pas le cas. Il faut des mesures positives telles que demandées par les conventions pour que les femmes puissent avoir un meilleur accès. Il y a également les questions de violence, les abus sexuels, les mutilations génitales. C'est des questions qui reviennent à chaque fois que la Guinée va devant les organes des traités, devant l'examen périodique universel. Donc il y a beaucoup d'efforts à faire à ce niveau et nous continuerons de pousser. Nous sommes là-dessus. Ça fait partie de notre priorité. Madame Kébé, sur les MGF, beaucoup d'efforts à faire parce que ça fait plusieurs années. Moi, je me rappelle j'ai parlé avec le ministre Maurice Sandan qui, depuis plus de 30 ans, avant même qu'il soit ministre, je veux dire, il mène ce combat. Mais on a l'impression que c'est, à part récemment, ces condamnations qui a eu lieu du côté de Beila, à l'intérieur du pays en tout cas, on a l'impression que ça ne bouge pas. Pourquoi, à votre avis, les réticences sont si têtues? Pourquoi les lignes ne bougent pas? Qu'est-ce que vous, je sais pas, quelle suggestion vous feriez pour que dans ce sens-là, parce que la loi, elle est là, elle est faite justement, elle réprime, elle condamne, mais on a moins de condamnations justement par rapport à cela. Aujourd'hui, les gens ont changé d'ailleurs de méthode pour pratiquer l'excision. Qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis pour que la Guinée quitte quand même cette place qui est là depuis plusieurs années? La loi, elle est importante. Je ne dirais jamais, parce qu'en tant que juriste militant des droits de l'homme, je ne dirais jamais qu'une loi. La loi, déjà, nous permet de réclamer un droit. La condamnation de Beila, ce n'est pas une chose à minimiser. C'est très important. C'est pas suffisant, mais c'est très important. Donc moi je me dis, au-delà des lois, après avoir adopté les lois, il y a d'autres actions à mener en termes de sensibilisation, d'information, parce que les réticences, c'est au niveau des croyances socio-culturelles et soi-disant religieuses. Donc il va falloir une réponse allant dans ce sens. Il va falloir approcher les communautés, s'allier avec les leaders communautaires, les leaders religieux qui épousent la même cause pour amener les populations à bouger sur cette question-là. Parce que tant que les réalités, tant que les croyances sont là, quelles que soient les lois qui seront votées, on ne pourra pas avancer. Donc c'est au-delà des textes, au-delà des lois, il y a beaucoup d'autres actions à mener. C'est vrai que les actions sont toujours menées, mais il va falloir, à un moment donné, s'arrêter, faire un état des lieux, faire vraiment voir où est-ce qu'il y a le boulot d'étranglement et voir ensemble comment évoluer par rapport à ça. Parce que cette question-là, elle est... Bien, vivement cet état des lieux, Madame Aminata Kébé. La question reste prégnante. Malgré les nombreux efforts et au-delà de tous les engagements, il va justement aller à cet état des lieux et à trouver des solutions, des idées d'action, des actions d'impact justement en faveur des ODD. Merci Madame Kébé Aminata de vous être prêtée à nos questions de ce matin. C'est moi qui vous remercie, ça a été un plaisir. Très bien, très bien, très bien. On espère vous avoir, pourquoi pas une autre fois, cette fois en studio. Justement, nous aurons la possibilité d'aborder de long en large cette question.